Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Ghislaine Duboc. Un vrai coup de cœur sur Instagram. Elle m'a touchée par sa bienveillance, sa puissance intérieure, son franc-parler et la justesse de ses propos. Depuis 2019, elle partage et échange sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Ghislaine y aborde les questions essentielles de notre vie au sens large du terme. Protection de l'environnement, chamanisme, le pouvoir des femmes et tant d'autres sujets y sont abordés avec philosophie et bienveillance. Ghislaine est une femme à mi-chemin entre philosophie et chamanisme. Depuis 30 ans, elle accompagne des hommes et des femmes dans leur vie personnelle comme dans leur vie de couple. C'est naturellement que Ghislaine a souhaité partager et accompagner le plus grand nombre en créant le Cœur du Hérisson, un lieu dans lequel elle organise des ateliers thérapeutiques, des initiations et des stages chamaniques. Je vous laisse découvrir l'univers de Ghislaine, franc-parler, un sacré bout de femme au tempérament bien trempé. Bienvenue à toi, Ghislaine. Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Ghislaine. Ghislaine, je t'ai demandé, comme à chaque invité, de choisir un livre. Peux-tu me dire quel livre tu as choisi et pourquoi ? Eh bien, le pourquoi est toujours difficile. En tout cas, Le Petit Prince, c'est un livre que j'ai lu petite. Après, je l'ai lu maman. Après, quand mon fils il avait 6 ans et qu'il était très malade puisqu'il avait un cancer, c'était aussi la lecture que je donnais à l'hôpital du Petit Prince qui pouvait rejoindre sa planète. Et on pensait à l'époque qu'il allait le rejoindre, mais il a guéri. Et on a eu 20 ans de plus à vivre. Et puis, quand j'ai eu une période de ma vie très, très difficile, Le Petit Prince aussi a été une source. En rigolant, je dis toujours, c'est mon premier livre indien parce que il apporte ce regard, cette communication avec les animaux, cette communication avec la nature, tout parle. Et quand on s'ouvre au monde, eh bien, tout nous parle, comme dans Le Petit Prince, ce qui fait que je dis toujours à mes enfants, s'il y a un héritage que je vous donne, c'est Le Petit Prince. Voilà. Merci beaucoup. Quel genre de petite fille étais-tu, Ghislaine ? Ah, c'était pas facile. D'accord. J'étais une enfant heureuse avec à Saint-Martin, chez mon grand-père et ma grand-mère, mais à 6 ans, j'étais en pension. Donc, et ma première expérience avec ma particularité, on va dire. Je devais avoir 5 ans à peu près et j'étais avec ma cousine dans la chambre de mes parents et à un moment, c'était la nuit et je me redresse et puis je me mets à côté d'elle. Elle se réveille, elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Je lui dis: «Je te protège». Elle me dit: «Pourquoi?» «Parce que le bon Dieu, il peut venir te chercher. Il est allé chercher ta maman». Et à ce moment-là, ça a été la première expérience. Sa maman venait de mourir, qui était ma tata et en fait, elle m'en voulait. Elle était très, très méchante et comme je suis arrivée à 6 ans en pension, au départ, je faisais comme mon grand-père qui parlait à son père qui était mort, comme à mon arrière-grand-mère qui faisait tourner les tables. Je parlais comme à ma cousine et ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Donc j'étais plutôt une sorcière, une fille qu'il fallait pas approcher et qu'on maltraitait beaucoup et qu'on battait beaucoup. Et donc, à un moment, je suis devenue une teigne, c'est comme ça s'appelle, quelqu'un de renfermé. Et je dis toujours que si je n'avais pas eu les livres, je serais morte, sûrement. Hein. À 10 ans, je voulais déjà mourir. Hein. Donc, cette solitude et cette répulsion, autant que fascination que j'entraînais, parce qu'en cachette, certains venaient me voir pour me dire: «Et ça, qu'est-ce que tu fais?» etc. Donc, en fait, des fois, je disais: «Bah, tu devras prendre un café avec moi devant tout le monde».
était ça le paiement. Mais bon, ça a été très difficile. Cette enfance, je ne la regrette pas, je suis contente. Mais il y a par contre l'autre côté de l'enfance avec mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'est mon père, qui j'adorais aussi parler, où la capacité d'aller dans les bois, cette capacité à aimer le monde. Mon grand-père aimait les gens. Et cet amour était fabuleux. Et ma grand-mère, elle n'avait pas besoin d'apprendre comment traverser la vie dans les larmes et dans les rires, elle savait le faire. Et donc l'amour, sans jugement, je crois que je l'ai appris dans cette rencontre quotidienne avec son cœur. Ça a été par contre le beau côté de ma jeunesse, avec cette forêt, ces vignes et ces animaux que j'ai tant aimés. Voilà, j'ai eu la nuit et le jour. Merci beaucoup, Ghislaine, pour ce partage très touchant. Sous quel filtre, du coup, tu voyais la vie à l'époque? À petite, ado, petite. Petite, quand j'étais avec mon grand-père, je voyais la vie comme quelque chose de magique. On allait voir les étoiles se refléter dans la rivière. Il arrivait toujours à raconter des choses incroyables et et c'était facile. La vie me paraissait sécurisante et quand j'étais en pension, ma façon de voir le monde était tellement, différente que j'avais l'impression que ce monde n'était pas fait pour moi. Alors heureusement, quand j'ai rencontré Zola, Drouin, je devais avoir 9 ans ou 10 ans, alors là, j'étais contente parce que franchement, il racontait un monde que je comprenais, le questionnement, hein. Donc j'étais toujours avec un livre et comme je suis dyslexique, mais d'une dyslexie royale, comme dirait Tomatis, il avait mis mon cerveau dans un de ses bouquins parce qu'il avait dit: «On ne sait pas comment vous êtes, arrivés à être sociabilisés». Eh bien, ça m'éloignait encore plus, hein. Donc de ce monde à l'époque, j'avais le sentiment de ne pas avoir la clé, hein, et il me semblait passionnant quand je lisais et assez vide quand je le vivais. Je trouvais que les professeurs, disaient que je posais toujours des questions de trop, les pasteurs trouvaient que je posais toujours des questions de trop. J'avais toujours la question qui les rendait fous. Alors, oui, c'était pas un monde où on avait le droit de réfléchir, en fait et pourtant on avait eu 68, on avait des profs qui fumaient dans les les bureaux, hein, dans les classes. On pouvait croire qu'on avait ouvert l'esprit. Non, on l'avait pas ouvert vraiment parce que, il y avait quand même un conditionnement déjà que je ressentais et que je n'aimais pas la parole, que l'on devait transmettre sans y mettre la réflexion. Je pense que ça, c'était quelque chose, chez moi d'important. Je trouvais que ce monde avait trop d'obligations, hein. Donc quand j'ai pu faire la révolution, que ce soit, dans mon adolescence, là, je peux vous dire que là, je peux te dire que j'étais, vraiment la libération de la femme, le fait qu'il ne devrait pas y avoir de frontières, voyager partout, enfin tout chez moi aimait cette époque. J'ai adoré par contre mon époque, mais je l'ai adorée, adorée. Le fait qu'on mette des jeans et qu'on se fasse traiter de pute juste parce qu'on était en pantalon, je trouvais ça génial. Le fait d'enlever, comme les Russes, le soutien-gorge et je le mettais sur l'antenne de la voiture pour rentrer. C'était enfantin, mais en fait, je crois que cette libération, on l'a vraiment aimée pour celles qui l'ont vécue. Mais on n'était pas si nombreux que ça, hein, faut pas O croire. oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à refaire l'histoire et à mettre des jolies images sur la libération. On en parle beaucoup, comme, pareil, on pourrait, parler de la conquête de l'Amérique, où aujourd'hui, il y a on voit des très beaux, westerns sur la conquête de heureusement que les colons sont là, pour, apprendre la vie aux autres et les éduquer et cetera et effectivement, il y a pas les témoignages des autres et on Non, n'a qu'un versant de la pièce et je regardais justement un reportage sur un photographe qui a voulu redonner l'autre versant de la pièce, notamment sur ces Mexicains, sur, tous ces Amérindiens, qui font pas partie, en fait. C'est-à-dire on leur empêche aujourd'hui de franchir la frontière, mais c'est la frontière qui est venue à eux, en fait. C'était chez eux. Donc ouais, c'est assez,
Intéressant. Moi, du coup, je suis plus jeune que toi et j'ai ce souvenir de quand on me raconte mes 68. Bon, mes parents, clairement, l'ont pas vécu, hein, mais j'avais l'impression que, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'était la liberté absolue. Non, Or, voilà, je n'ai pas l'impression. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à aujourd'hui, j'avais plus de liberté, que mes parents en avaient aussi plus parce que c'était le plein emploi et que du coup, l'argent souverain permettait de faire plus de choses. Mais en revanche, maintenant, j'ai une toute autre lecture. Je regardais un jour, ça m'a, tu sais, la pièce qui tombe dans le Parc Med, je regardais un film bon, un truc américain, pas passionnant forcément, mais qui disait que qui parlait d'une banque et la banque, elle fournissait des armes donc à des pays africains et elle disait, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la dette. Et en fait, tout d'un coup, la pièce est tombée dans le Parc Met et je me suis dit, mais en fait, nous vivons en dette permanente et c'est comme ça qu'on est dans le système. C'est que dès le départ, tu commences enfin, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais tu commences le premier du mois, bah, tu es déjà redevable de ta taxe foncière. Il faut déjà que tu penses à payer ton électricité, ton gaz, ta bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, être indépendant du système. Peu de temps avant toi, j'interviewais les Chroniques du Tarot, Iris Quentin, qui justement a vécu dans une yourte et on parlait de sobriété heureuse. Elle n'est pas facile, hein, cette liberté finalement. Et est-ce qu'il y a vraiment une... Et moi, j'ai pas vécu ces années-là, mais où elle est cette liberté en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aime bien cette idée dont tu parles que souvent on garde une image, mais finalement, les gens qui étaient pro-liberté, ils étaient pas si nombreux que ça. non, c'était pas si nombreux, mais il y en avait. Et Ah, puis surtout, ceux qu'il y avait ont choqué. Je veux dire, l'avortement, ça n'a pas été quelque chose de facile. Quand on a commencé à être pour l'avortement, il y a des gens qui ne parlaient plus, hein. On dit maintenant que, par exemple, pour ou contre le vaccin, ça crée des disputes, mais il faut voir ce qu'a créé, le fait de la liberté sexuelle. Être une salope, c'était bien quelque sûr. d'avoir, le droit, hein, parce que c'était quand même ça. Mais surtout, ça touchait un conditionnement qu'on n'avait pas imaginé et aussi les blessures. Les gens étaient violents, hein. Il a fallu, les seins nus à la plage, ça n'a pas été facile, hein, à imposer. Mais à un moment, ça s'est fait. Mais qu'est-ce qui nous libérait? Je crois que c'est le rêve. Mmh. C'est-à-dire qu'on allait comme tu dis, il y avait pas ces normes. Maintenant, pour juste nettoyer une pièce, il faut avoir passé un diplôme. On fait des choses, il faut tellement de propreté que McDo qui fait de la merde, lui, peut s'en sortir, alors que celui qui ferait sa petite omelette qui vendrait, il pourrait pas parce qu'il n'a pas le frigo qu'il faut, qui tient comme il faut. Enfin, on n'avait pas ça et surtout, on avait un rêve. Le Mmh. rêve, je me souviens, je disais: «Oh, tu appuieras, paf!» et là, la porte, elle s'ouvre. Tu fais ça, tac. On croyait qu'un monde télécommandé, c'était un monde de gens qui commandent. C'est ça la folie. On croyait que la télécommande, ça nous donnait de la commande. On devenait des commandants. Et donc, on était libre. Si je commande, je suis libre. Si je suis celui qui commande, je suis libre. Et vraiment, ça a été une illusion parce que, évidemment, aujourd'hui, au contraire, cette commande nous assujettit complètement et on est des esclaves de la machine. Donc, nous, on allait vers la machine en chantant et en pensant qu'elle nous libérait. Et on avait quand même, je vois bien pour le cinéma, par exemple, les disputes qu'on se faisait. Il y en a qui pouvaient se flinguer presque pour des débats de cinéma, mais le cinéma était encore un film où on mettait sa propre réflexion dans les travelling longs, où on n'avait pas besoin de dire là c'est un moment triste ou là c'est de la musique forte. Non, on n'avait pas besoin de nous expliquer comment penser le film. On était co-auteur du film, donc Mmh. ça nous amenait la réflexion. Il fallait quand même avoir des fois un peu lu pour lire Fellini ou Buñuel. Il fallait avoir et on en parlait. Arrêté était très vivant à l'époque, donc il y avait une époque de réflexion qui avait une liberté d'action puisqu'on n'était pas autant avec une administration aussi puissante et cette propreté aussi affligeante. Et en fait, on avait un rêve porteur. Trois choses. On allait vers un demain meilleur, libre, libre dans la technologie, libre dans l'être humain. Or, plus on a eu d'outils technologiques, plus l'homme a travaillé. Ça a été exactement l'inverse, alors qu'on a la croyance que la machine libère l'homme. Non, on a fait des études là-dessus. Plus on a de technologie, plus on travaille. C'est dingue, hein. Et au niveau de la liberté, pour défendre la liberté, on arrive à un monde sécuritaire.
alors évidemment que le monde que j'ai connu se referme. La position de la femme, on le voit au niveau des études aujourd'hui avec cette modification qu'a fait le ministre de l'Éducation. Il y a quand même 8% de femmes, de jeunes femmes qui ne vont pas faire des mathématiques alors que c'était tout à fait en train de monter. On a perdu, je crois, c'est 10 ou 20 ans d'égalité entre les salaires, l'homme et la femme avec le Covid. Donc, on a ça qui se referme. Les pensées maintenant que le corps, le ventre de la femme appartient à la société et ne lui appartient plus. On est retourné dans des choses. On a la tenue convenable de celle à qui on peut mettre une main au cul, qui est la femme de Trump et qui fait des émules. Mais je veux dire que c'est l'inverse de mon monde, quoi. Mais c'est Et la grande sexualité, c'est le porno, c'est-à-dire que c'est la réalité physique de l'emploi chrétien. Hein, c'est-à-dire la femme doit être un objet dans lequel l'homme doit jouer. Enfin, ça devient là, c'est l'inverse de mon monde. Alors là, je m'énerve parce que je dis à mes enfants, mais attendez, tout ce qu'on a cru, qu'on a mis au monde, se referme devant nos yeux. Bientôt, vous allez me mettre sur un bûcher parce que je vais être celle qui fait des péchés, enfin qui propose le péché. Moi, je connais que l'arbre, mais pour d'autres, c'est quand même symbolique. Hein. Après, il y a pas mal de comptes qui ouvrent, justement. Je pense à une amie, Gala, qui a créé Sorcière ta mère, justement, pour parler de féminisme, etc. Donc, il y a aussi les réseaux sociaux ont permis l'émergence d'autres courants, d'autres pensées, et le fait que on pouvait éteindre sa télévision et découvrir d'autres façons de penser ailleurs, en fait. Et ça, c'est une grande source qui est un peu contrôlable quand même par ceux qui dirigent les réseaux sociaux. Néanmoins, c'est une sacrée prise de liberté finalement. Parce qu'on peut aller naviguer, on peut créer des comptes. Alors, il faut quand même respecter un peu les normes Instagram, bien sûr. Néanmoins, ça m'a permis, moi, de te rencontrer. Comment je t'aurais rencontré sinon, tu vois, je ne sais pas, sûrement les synchronicités de la vie, mais ça permet de rencontrer plein de gens qui sont le bras en l'air. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai perdu pas mal de followers parce que ce qui s'est passé, je ne pouvais pas me taire. Avec le jaguar que j'avais en moi, c'était pas possible, tu vois. Et en même temps, ça a fédéré plein de gens autour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ambivalent. Et je suis d'accord pour te dire que j'ai souvenir de ma mère qui, quand elle allait faire les courses, elle n'avait pas de portable, il n'y avait rien. Donc, quand elle partait en fait. Il n'y avait pas cette charge mentale d'être appelée à chaque instant. Quand mon père, il tapait à la machine, il fallait le temps qu'il envoie son truc. Donc, il y avait 2-3 jours de réponse. Alors qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire Oui. on répond tout de suite, on est H24 sollicité, et pour être tranquille pour faire cette interview, nous avons toutes les deux le réflexe d'éteindre notre portable. Donc tu vois, donc c'est bien parce on peut faire cette interview, et j'ai beaucoup de gratitude pour la technologie. Et en même temps, c'est vrai que ça demande du recul pour la mettre à une juste place pour qu'elle vienne pas nous envahir et nous mettre en burn-out en fait. Oui, mais le marteau n'a jamais tué personne. Bon, Exactement. bon, donc en fait, la technologie, si elle est au service de l'homme, il n'y a aucun problème. Mhm. Si elle est au service de l'humain, du vivant, mais Exactement. si elle est au service de l'immortalité, on a un problème. Oui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment à un tournant. D'être une femme, là, je montre toute cette fermeture. Mais d'un autre côté, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de femmes qui prennent la tête des belles révolutions, que ce soit sur le plan environnemental, etc. Et dans les groupes aujourd'hui, pourtant ça fait plus de 25 ans que je fais des groupes, mais je n'ai jamais vu ça. On arrive à des 90% de femmes. On cherche les hommes. Et je me suis posé la question, pourquoi ce sont les femmes aujourd'hui qui amènent cette réalité, ce cri dont on a besoin avant de mourir, c'est le cas de le dire, mais ce cri qui existe pour dire non, on va vers la mort, hein, on ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que c'est notre conditionnement. En fait, on a divisé le monde en deux, hein, ce qu'on appelait les genres. Ceux qui avaient un truc qui dépasse, c'était les mecs, hein, et les vagins, c'était les femmes. Donc, en fait, si j'ai un récipient, je suis une femme. Si j'ai un truc qui passe, bon, donc masculin, féminin. Toute personne qui avait ce profil était un homme. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il ne pouvait pas pleurer, il devait se fermer à toute sa sensibilité, à toutes ses émotions. Sexuellement, il devait être un violeur parce qu'il devait pénétrer une femme qui n'avait pas de plaisir, sinon c'était une pute.
Donc, il faut imaginer ce que les hommes, qu'est-ce qu'ils ressentaient dans une femme qui ne devait pas montrer, ah, ah, non, non, là, ça allait plus. Il y avait le diable qui était chez elle. Donc, on leur a appris à pénétrer ce qui ne bougeait pas, ce qui est quand même énorme, mais c'est coupé du corps, ce qui fait qu'ils étaient la loi. Et les hommes ont été conditionnés et maltraités. On oublie trop souvent la Bien maltraitance sûr. des hommes parce que ce conditionnement est d'une violence infinie. Les hommes sensibles étaient traités comme moins que rien. Celui qui parlait à sa femme, on lui disait: «Apprends, comment tu l'écoutes, tu ne te rends pas compte, c'est elle qui te gouverne», et cetera. Je veux dire, c'était horrible d'être un garçon. D'être une femme, on n'a pas droit à la loi, hein, c'est la loi de l'homme. Donc ce qui veut dire, elle avait le droit d'être hystérique, d'être hypersensible, de pleurer, on disait: «C'est une femme, c'est une femme», ce qui fait qu'elle n'était pas fermée au niveau de sa sensibilité. Et aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe, il faut être connecté au vivant pour comprendre que les choses meurent. Sinon, on ne le sait pas. Parce qu'avec la tête, rien ne meurt. Et aujourd'hui, le masculin est vraiment attiré par la technologie, tout, mais le masculin femme comme homme, puisque on a eu cette évolution du féminisme qui a permis la parole, qui a donné la parole, et on se retrouve avec cette fascination de la technologie qui pourrait, en fin de compte, faire un cerveau collectif et nous amener à quelque chose qui nous paraîtrait extraordinaire. Bien, les femmes qui ont gardé leur sensibilité et qui ont maintenant le droit à la parole font autrement. Et les hommes qui peuvent ouvrir leur sensibilité, qui prennent la parole, parlent autrement. Si on regarde Cyril Dion, il ne parle pas du tout de la même façon que quelqu'un qui hurle ou qui affirme comme s'il avait la loi toute écrite dans sa tête, qui Ou connaît. qui emmerde les gens. Voilà, qui emmerde les gens, voilà, ou des femmes, on va prendre une femme qui est très masculine, par exemple, Valérie Pécresse qui va Mmh dire, mh. avec le Karcher et des méthodes: «Je suis encore plus dure que les durs». Tu sais, c'est toujours une histoire de cul, je pénètre le monde et je bande, hein, ça Mmh, revient à mmh, ça, mmh, hein. mmh. Donc c'est vraiment cette idée de pénétrer le monde, alors que le féminin, c'est de s'ouvrir au monde, hein. C'est quand même et d'aimer le mystère. C'est-à-dire cette confiance, comme quand on est enceinte et là, il faut croiser les doigts qu'il y ait pas un alien. Mais maintenant, avec des vidéos partout qu'on doit vous regarder, on ne sait plus ce que c'est que 9 mois de grossesse. Mais en fait, c'est je fais confiance. Sortira ce qui sortira, c'est la vie. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, on est dans cette rencontre aujourd'hui de ce masculin qui pense avoir touché son immortalité parce que nous allons avoir nos jumeaux numériques qui vont faire qu'ils survivront à nous et que donc Poutine sera là pour toute la vie. Là, c'est plus toute la Wouhou! vie. Toute la vie, youpi, hein. Bon, le Chinois aussi, youpi, bon, ils seront là à l'immortalité, on aura leur clone qui sera là. Donc, ça, c'est joyeux, quoi, d'arriver à ce truc-là, d'avoir quelqu'un qui vous dit toute la journée: «Oui, ta tension est bonne, ton cœur est bon, la météo est bonne, tu peux avancer aujourd'hui». Franchement, Mais il y a des enfin, montres quand comme même, ça. Il y a des oui, montres, enfin moi je l'ai pas, mais je crois qu'il y a des oui. montres qui te prennent ta tension, te Mais là, ça sera vraiment une puce et si on n'a pas la puce, ça sera comme le pass. Si je n'ai pas la puce, je pourrais pas aller à l'hôpital parce que c'est la puce qui me permet d'avoir les radios, le machin, le truc comme ça. Si je n'ai pas la puce, je pourrais pas payer mes impôts. Donc, j'aurais besoin de la puce. Donc, on mmh. rentre dans l'excès de cette créativité qui veut rejoindre le paradis et cette conscience qui s'éveille chez les hommes comme chez les femmes d'un féminin qui comprend qu'il peut mourir et qui enfin en conscience accepte de s'incarner. C'est pour ça que c'est Exactement. un moment magnifique et horrible, mais quand le pire est là, le meilleur est à côté. C'est exactement ça. Moi, je crois qu'il y a un bel avenir qui va se dessiner. J'en suis intimement persuadée, en fait, malgré tout. Tout ça et tout ce dont on nous parle, je pense qu'au contraire, il y a un éveil que grâce à ça, même si par moments, moi aussi, je ressens cette lourdeur de pire, par moments, je pense que grâce à ça, il y a un éveil des consciences qui n'aurait peut-être pas pu avoir lieu sinon, et que du coup, il y a une part, en tout cas, de gens qui s'éveillent et qui se mettent à retourner. C'est toute l'idée de ce podcast, hein, dans le monde invisible, à co-créer avec la nature, à ressentir les énergies et aussi peut-être à ne plus refouler ce qu'elles ressentent parce que justement, on leur en a jamais parlé et que ceux qui en parlaient et qui le ressentaient passaient pour des sorcières. Donc il y a quelque chose qui, hein, moi, c'est tout le propos de ce podcast, c'est montrer qu'on peut être très ancré et en même temps très connecté au monde invisible et que ce monde invisible rajoute des paillettes, rajoute de la magie dans le quotidien et il fait, j'ai du mal parfois, j'ai mes coachés qui me demandent, qui me disent: «Mais ça fait quoi?» C'est tout simplement une espèce de paix intérieure et une magie en fait de co-créer et de voir le monde autrement.
Je ne sais pas si toi, tu as une définition de ce qu'on pourrait appeler, le après je vais reprendre ma trame de mon interview, parce que j'ai des questions à te poser pour toi. Mais, est-ce que qu'est-ce que c'est pour toi cette notion de monde invisible? Comment tu le ressens? Comment tu pourrais l'expliquer? Si le mot te parle, hein, mais en tout cas de ce que toi tu as pu vivre, plus petite, tu vois? Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'avoir accès à ça? Et on est constamment en train de mettre des mots. Mmh. Dès qu'on met le mot invisible, ça veut dire qu'il y a un monde qui est visible. Alors qu'est-ce que c'est le visible? Vos yeux ne voient rien, hein. Les yeux sont des écrans de Mmh. cinéma. C'est ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire le cerveau, c'est quoi? C'est une vibration qui se transforme en image. Mais vous êtes dans une salle de cinéma. Il y a pas d'extérieur. Donc quand je dis le monde invisible, c'est comme si je crée, il y a un monde invisible, il y a un monde visible. Non, il y a le monde. Il y a le monde qui s'exprime dans des parfums et dans des dimensions peut-être différentes, mais il y a pas de il y a pas de frontières. On nous a créé une idée de frontières, comme on a sélectionné les vibrations qui créent des images collectives et des croyances collectives, qui fait que notre particularité à danser avec la vie, qui pourrait nous amener une autre réalité, est fermée. Et c'est pour ça que, plus on divise qui on est, plus on va dire: «Ah, celui-là, il a accès au monde invisible. Ah, il n'a pas accès au monde invisible. Qu'est-ce qu'il a de plus?» Il en fait partie. Vous êtes et quand je dis à quelqu'un: «Je t'aime», alors comment je le montre ce sentiment? Il est invisible. Et comment il est venu? C'est invisible. Mmh. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire un mot avec ce mec et pas avec un autre. Qu'est-ce qui a fait bouger mon corps? C'est invisible. Mais qu'est-ce qui va le freiner? C'est l'image. Je vais me dire: «Non, non, c'est pas mon style», ou alors: «Oh là, il est marié, j'y vais pas», ou bon, c'est ma tête. Mais alors ce schéma invisible, c'est juste que j'ai vibré avec le monde de la vie. La vibration est invisible, mais elle on c'est pas parce que je ne la sens pas qu'elle est pas là. Alors que si je dis: «Je me connecte», non, bon, je suis fermée, je m'ouvre. Voilà, je préfère. Moi, j'aime c'est vrai que j'utilise ce mot invisible parce que, parce que pour moi, enfin de ce que j'ai lu, hein, tu m'arrêtes si tu as une autre version, c'est qu'en fait notre cerveau, il filtre, comme tu dis, il y a une espèce d'écran de cinéma et il filtre nos pensées et du coup, parfois, il nous empêche d'avoir accès à autre chose qu'on a tous en nous, hein. Il y a pas des gens qui sont plus ou pas, c'est simplement une forme d'ouverture, d'arrêter peut-être de tout rationaliser. C'est pour ça que je parle des pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ce monde invisible parce qu'on n'a pas matériellement, voilà, on ne le touche pas. Mais effectivement, comme tu dis, une émotion, c'est quelque chose d'invisible. C'est une énergie et je te remercie parce que je pense que ça va donner une autre lecture de qu'est-ce qui est invisible? Bah, c'est des choses que notre cerveau a peut-être pas analysées, peut-être a juste ressenti. C'est notre corps qui a juste ressenti cette émotion, ressenti une vibration et peut-être que c'est ça aussi tout simplement. Alors, notre intelligence artificielle est une copie de notre cerveau, Mmh. n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, même si elle va très, très vite, mais nous, on utilise très, très peu de notre Oui, cerveau, même si elle va très, très vite, elle ne fonctionne qu'avec le passé, oui. c'est-à-dire qu'avec ce qu'on lui a mis dedans. Notre cerveau est conditionné à refuser toute transformation. C'est-à-dire, je vais entre soi et je suis en sécurité entre nous. Et on voit bien qu'avec les réseaux, les tribus se contractent, hein, entre nous, celui qui parle comme moi, qui est comme moi. Ce qui fait que dans ma jeunesse, au départ, quand je dis ah, tu as vu, il y a ça, on te dit non, 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 c'est pas ça, ça, c'est ça. Je ressens ça. Non, non, tu ressens pas ça, c'est ça. On Mmh. conditionne, on crée un programme. Ce qu'on crée qui est pire que le programme, c'est la façon de ne pas le perturber. Ce qui fait que, avec les algorithmes, on sait ce qu'on veut. Sauf, et c'est là où est l'outil du résistant, c'est que si je me connecte à mon corps, chose qu'on apprend dès le départ à se couper. Si je me connecte à mon corps, il va créer des sensations, il va si je rencontre quelqu'un, je me connecte à lui. C'est pas de lui que je tombe amoureux, c'est de la part de moi qui s'éveille. C'est-à-dire qu'il y a une part que je ne connaissais pas, qui n'a pas été dans le disque dur, qui s'éveille parce que je ne sais pas pourquoi avec cette personne, je me mets à rigoler, moi qui d'habitude je suis timide. Je découvre la femme qui peut rigoler. Ça m'était jamais arrivé. Donc cette connexion vibratoire, bien entendu, va me transformer. Qu'est-ce qui fait qu'elle se fait pas? C'est que quand je le rencontre, j'ai le filtre de qui je dois rencontrer et je vais dire ça, non. Mmh. Ça va être
La phrase, ça va être dangereux pour moi. Pourquoi? Parce que si je me mets à m'ouvrir dans le monde invisible, c'est-à-dire à accueillir les vibrations que la vie me propose, que le monde me pénètre ce coup-ci, vraiment, eh bien, à ce moment-là, je vais me transformer. Si je me transforme, eh bien, mes copains vont dire: «On ne peut pas te faire confiance. Parce qu'aujourd'hui que tu es comme ça et demain tu seras autrement». Et j'ai dit: «Alléluia». C'est ça. Ah oh! Hem, comment tu as navigué avant d'entamer ta vie professionnelle? Mais je crois que j'ai commencé ma vie professionnelle tellement tôt, on va pas dire, ça. Je veux dire, quand, j'ai quitté l'école, j'avais 17 ans, hein, et on m'a virée parce que j'étais en train de réparer de mettre des appartements à l'école de mine, hein, qui appartenaient avec des petits ingénieurs, des futurs petits ingénieurs. On était en train de les rénover pour les donc évidemment, au lieu d'aller à l'école, j'étais là, hein, parce que moi, à l'école, je m'ennuyais trop. Donc j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. Je vendais des appartements à 18 ans et ma première affaire, je l'ai montée à 20 ans, où j'avais, un mas, qui était, en ruine, qu'on a pris pour faire avec mon mari un hôtel, restaurant, sur à peu près 10 ans. Voilà, où on faisait des tas de soirées, où on recevait plein de gens, des artistes. C'était vraiment aussi déjà le début de se battre pour les Cévennes, hein, pour que alors nous, on avait un restaurant, il y avait écrit: «Mort aux touristes» à côté. Donc c'était super pour voir. Mais, c'est les premières fois qu'on repensait aux filatures à soie, à les rouvrir, où on avait envie de créer, des scènes enfin vraiment c'était refaire vivre cet endroit que j'adore bien sûr et voilà, donc c'était déjà à la fois un combat, une liberté, un crève-la-faim, tout ce qu'il fallait, faire des marchés, je vendais des crêpes, enfin je fais plein de choses, j'ai eu des chèvres, je faisais des pélardons, enfin voilà, ça a été une vie, très jeune, hein, donc j'avais 20 ans et des enfants entre-temps puisque j'en avais 4 mais j'en ai eu 3 qui sont restés et donc ça a été ça jusqu'à ce qu'après je rentre dans les affaires vraiment, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que du coup, comment tu décrirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Vaste sujet. Bah, aujourd'hui, je fais ma part, hein, comme on dit toujours dans cette situation, citation du Mmh. colibri. Je suis arrivée alors je vais changer, je fais mon chant du cygne. C'était hein, le chant du cygne, c'est ce qu'on fait à la fin, hein, on appelle ça. Bah, j'ai une vie qui a été, plutôt trépidante et bouleversante, ce qui fait que j'arrive à l'âge où, mon regard est bienveillant, je crois. Et qu'il a surtout il est dépourvu de jugement et qu'il a un amour de la vie, inconditionnel, même dans ce qui est horrible. Donc je crois que ce que je transmets, c'est ça, c'est cette relativité pour aller, dans la danse, du monde avec, les mon évolution. Parce que quand je dis toujours celui qui anime un groupe, celui qui fait les choses, il est l'instrument, hein. Il est celui qui laisse passer la vie, qui s'exprime à travers lui et c'est ce que je fais. Donc tant que j'aime faire ça, je vais le faire et puis, le jour où je sentirai que j'ai besoin de me réfugier pour, partir, eh bah, je ferai l'ermite, hein, c'est l'âge normal, hein. Mais pour le moment, j'essaie d'être encore, résistant, de fabriquer beaucoup de résistants aussi, d'ouvrir la porte à beaucoup de résistants, parce que j'aime le monde et j'aime mes petits-enfants et et je crois que les anciens, on pourrait dire, ont le devoir de rappeler ce que c'est qu'un monde vivant et que la vie n'est pas dangereuse. Et que la mort donne vie. Mmh. Mourir, c'est donner vie. Oser, être ça et ça et ça et ça, avoir ce monde de l'Indien que j'aime partager, il faut le vivre pour le partager. Marcher sa parole est important et je crois que je suis à l'âge où le plus souvent je marche ma parole. Il m'arrive encore des fois de ne pas marcher ma parole, hein, je ne suis pas arrivée, mais c'est bien, il me reste la route à faire. Mais je crois que dans la grande majorité du temps, j'ose me laisser bouleverser par la vie, dans la joie comme dans la peine et je lui fais toujours confiance, voilà. Donc c'est ça que j'essaie de transmettre. Merci beaucoup. Alors, marcher sa parole, hein, j'ai fait une publication il y a quelques c'est marrant. J'ai fait une publication il y a quelques jours où justement je parlais de marcher sa parole et il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas ce que ça voulait dire. Est-ce que tu pourrais la gentillesse d'expliquer ce que ça veut dire marcher sa parole?
Oui, alors c'est vraiment un terme qu'on a, hein, dans certaines tribus, c'est ça: «Marche ta parole». Alors c'est ce qu'on appelle le guerrier, hein, c'est celui qui peut marcher sa parole, c'est pas celui qui a une flèche et qui va tuer tout le monde, c'est pas ça. C'est celui qui est capable, d'honorer ce qu'il est. Hein, on est tous et on le voit dans toutes les cultures que on a amérindiennes et autres, pas toutes, hein, mais une grande partie, ont décidé d'honorer la particularité de chacun. Chacun est unique. Ce qui est le grand défi, c'est d'aller dans l'unique. Je suis ça, hein, un loup, quand il ose être un loup, qui hurle comme un loup, qui mange un mouton, il marche sa parole. Si il devenait, je ne sais pas, un mouton, il se trahirait. Donc marcher sa parole, c'est oser se mettre à nu. Nous, à poil, ça va et encore maintenant, on met des habits. Mais enfin bref, on peut aller à poil, l'apparence, le personnage, tout ça, on peut le donner. Mais la mise à nu, dire réellement sa réalité, qui passe par le corps, hein, je reviens à ça, c'est-à-dire ma vibration me dit: «Bah, non, je suis pas bien ici, je m'en vais». Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais juste que je vais partir et je vais dire: «Je ne suis pas bien» à haute voix. On va me dire: «Pourquoi?» Alors je vais sentir ce qui se passe et je vais laisser monter ma parole. En disant peut-être que, «Je trouve que tes propos m'ont blessée et je me sens pas à l'aise avec ça, j'ai besoin d'aller pleurer». L'autre va me dire: «Ah mais tu ne sais ni touche, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as quel âge? Comment?» Je vais me faire agresser et alors? Ou alors, je vais décevoir quelqu'un qui pensait que j'étais quelqu'un de dur et dire: «Ah bon, mais toi aussi tu peux t'effondrer comme ça?» Et marcher ma parole, c'est créer mon territoire. C'est vraiment l'écologie de l'être. Parce que je révèle et que je suis au plus profond de moi dans l'expression de qui je suis avec ce que je ressens, pas avec ce filtre qui est constamment dans le personnage, dans cette vibration qui est différente, eh bien, je peux créer l'environnement qui est adapté à ma vie. Et c'est pas des fois celui qui est le plus extraordinaire par rapport à la culture que j'ai, par rapport à la famille que j'ai. Donc, il faut être courageux. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un Oui. guerrier parce que il ose marcher, quelle que soit ben, la tristesse, les dégâts, les ruptures. Hein, parce qu'il y en a qui vont dire: «Ah ben, je veux plus le voir ou je veux plus la voir». Donc, ça va faire des morts, hein, mais ça apporte beaucoup de vie parce que d'autres s'approchent. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, quels conseils tu donnerais pour ceux qui se sentent appelés par ce monde invisible ou en tout cas qui aimeraient, voilà, du coup le reformuler autrement, qui aimeraient mettre leur cerveau sur off et peut-être s'ouvrir à une partie d'eux-mêmes, auquel ils ne pensent pour le moment ne pas avoir accès? Chez l'Indien, on dit toujours: «On pratique». N'existe que ce que j'ai vécu. Quand on dit marcher sa parole aussi, c'est: «Je parle de ce que je connais». Tu me dis que tu parles avec la lune, pas de problème. Moi, j'y arrive pas. Ça existe pour toi, ça existe pas pour moi. Ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, pour un Européen qui est là, la première chose, c'est de commencer à comprendre qu'on a un corps qui ne nous ment pas. Il nous bouleverse, mais il nous ment pas. Donc c'est quand je sens quelque chose, c'est pas comment je fais pour me sentir bien, parce que très souvent je suis mal à l'aise, mon cerveau va créer des images, des obligations, ce qu'on veut, et pof, je vais me sentir bien. C'est partir du malaise et d'augmenter la sensation pour que des images différentes, des informations différentes viennent. En fait, vraiment, ce que vous appelez le monde invisible, c'est juste le corps qui vibre. Donc aujourd'hui, à 99, vous êtes fermé de votre corps. Vous allez me dire, enfin vous, tu vas me dire que, mais si, moi je ressens des choses, au contraire, je suis hypersensible. Alors maintenant ça s'appelait, hein, beaucoup, hein, je suis hypersensible, tout ce qu'on veut là. Bon, on dit ça, mais non. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On va dans un cinéma, regarde un film et ce film crée des émotions dans le corps. Je vois quelqu'un qui est battu, je vais faire comme ça. Bon, en fait, je suis dans un cinéma, personne me tape, personne me touche, mais pourtant, j'ai le symptôme d'une agression, d'accord? De ce vécu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est ma tête qui fait vibrer mon corps. Alors que, par exemple, j'ai faim, mais j'ai faim vraiment, c'est-à-dire que je suis dans un endroit où il y a rien à manger, hein, je suis dans la misère. Là,
mon corps va me donner une autre image de moi. Mais je suis en amour avec quelqu'un, c'est la même chose. Je ne pensais pas, je suis en train de manger, on me présente un mec, je suis en train de manger, puis tout d'un coup, je le touche, je ris, et mon corps fait quelque chose. Là, c'est mon corps qui va me dire, waouh, tu as une touche. Voilà, je suis passée du corps et la tête va dire, tu as une touche, ça se passe bien avec. Si je passe par le corps et que je vais la tête, j'ai une réalité. Si je passe de la tête avec le corps, c'est une autre Mmh. réalité. Ce qu'on fait, c'est que dès que le corps est touché autrement, on coupe, on transforme pour que ce soit acceptable dans notre monde qu'on a construit. Donc, le conseil que je donne, c'est vraiment de pouvoir commencer sur des petites choses. Vous verrez, vous vous sentez pas bien ou vous vous sentez trop excité, comment vous faites pour vous calmer? Qu'est-ce que vous avez mis? Alors, au lieu de le faire, si c'est un endroit sécurisant, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, etc., vous dites: «Tiens, allez hop, je vais voir jusqu'où ça va». Si je laisse parler cette sensation, hein, sensation, ce que vous voulez, ça vient des sens. Cette sensation, quel sens elle va donner? Alors que là, j'ai une information qui va faire bouger mon corps, ce qui est très différent. Voilà ce que je dirais. Puis sinon, ben, il faut faire des voyages, des voyages. Faut rencontrer une personne qui a, comme moi, mais il y en a plein d'autres dans votre sensibilité parce qu'à nouveau, ce que moi, je fais ou comme ça résonne, ça va pour u certaines personnes, mais pour d'autres, ça n'ira jamais. Il y en a qui ont besoin de passer peut-être par un monde plus avec l'esprit qui s'ouvre doucement et après qui descend au corps, plutôt que d'aller franchement, dans un monde où, hem, comment dire? La douleur, n'est pas, vue avec cette empathie, chrétienne. Parce que c'est ça aussi, la sensibilité quand elle s'ouvre, hein, quand on dit: «Oh, «Je suis trop sensible» et cetera. Cette sensibilité, quand on ouvre le corps, le vrai danger, c'est qu'on a une étape intermédiaire qui est compliquée. Plus je suis sensible, plus je deviens violent. Donc comment m'ouvrir sans devenir celui que je déteste? Et ça par contre, on a besoin d'être accompagné parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Parce que justement, dans le regard, j'allais dire encore de l'Indien, mais c'est ça, dans ce regard, il n'y a pas ce jugement, il y a juste la nature où on accepte quelque part que la vie est aussi avec nous aux commandes. Donc c'est cette place, ma place, comment ne pas être celui qui me fait le plus peur? Et ça, plus on est sensible, on a cette troisième voie à trouver, hein. Et donc, quand on dit l'hypersensibilité, si je vois quelqu'un d'hypersensible, il fait que pleurer, mais qui tape pas, il n'est pas hypersensible. Il est émotif, ce qui est très Mmh. différent. Et c'est l'impuissance qui rend violent. Et donc, la sensibilité dans la confiance, l'impuissance se remplace par la confiance. Je ne suis pas Dieu. Quel est Dieu ou qu'importe comment vous l'appelez? Quel est l'acte dans la chaîne qui est à ma mesure. C'est et c'est ça qui rend puissant. La souris, elle a sa place. Le chat a sa place. Tout a sa place. On ne se pose pas la question de place dans la chaîne humaine. Par contre, l'humanité aujourd'hui a un problème de place. Et comment retourner dans la chaîne, qu'elle soit dans votre corps? Comment je vais protéger la nature si je ne connais pas mon corps? Mmh. Alors qu'il est exactement relié à la terre. C'est pas possible. Merci beaucoup Ghislaine. Hem, tu eu tu as eu la beauté d'ouvrir tout ton parcours et ta jeunesse. Hem, Cette petite fille aujourd'hui, il en reste quoi? Ma question c'est est-ce qu'il reste toujours cette part d'enfant intérieur? Et est-ce que, ce qui s'est passé plus jeune te permet d'être, celle qui aujourd'hui, de l'image que tu donnes à travers cette interview, de plutôt alors je ne sais pas si on peut utiliser le mot rebelle, mais en tout cas d'infiniment libre? Notre enfance, devient une réalité qu'on transforme à chaque Mmh. instant. Tu m'avais parlé il y a 10 ans, je t'aurais raconté sûrement une autre histoire et il y a 20 ans encore une autre. La force de la vie, c'est de transformer son passé avec la dimension du présent, parce que nous sommes un arbre. Donc, en fait, tout voyage. Quand on dit la physique quantique, si je m'arrange ici, hop, mes souvenirs vont se transformer là. Et selon ma journée, selon comment je suis orientée,
Je vais regarder une épreuve comme une initiation. Je vais regarder la face lumineuse au lieu de regarder la nuit qu'elle accompagnait. Donc, qui est l'enfant? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est un endroit ressource où j'y vais, mais j'y vais pour raconter à mes petits-enfants, ou j'y vais, mais où je vais? Je vais dans la vibration d'aujourd'hui que j'appelle le passé, mais c'est aujourd'hui. On dit toujours prenez son enfant intérieur, il faut pouvoir le sauver, le ceci, cela. Je partage pas ça. C'est comme si vous voulez, si tu veux, à une banane, tu voudrais lui redonner, qu'elle se souvienne quand elle était juste en train de démarrer, ou une fleur quand elle était bouton. La fleur est aussi le bouton. Le chemin, si la vie nous fait ça, hein, c'est comme les générations sur un arbre, bon, ben, il faut pouvoir remonter dans les autres générations, mais on est l'arbre aussi. C'est-à-dire que tout est inclus à nous et notre façon de vibrer au présent fait son passé heureux ou malheureux. Et c'est cette force de vie qui réécrit en permanence l'histoire qui fait que la fleur se transforme constamment aussi. Parce que son origine, son point de départ est toujours en évolution. Et quand on fait un travail sur soi, quand on évolue, on voit bien que son passé, tout d'un coup, il ne ressemble plus du tout à celui avec qui on est arrivé. Hein. On l'a pouf, on l'a mis, etc. Et c'est là où le regard, entre un regard de l'Indien et un regard de thérapeute que j'ai été à l'époque, est très différent. Nous, on reste dans quand je me souviens, alors je te parle il y a 30-35 ans, hein, les premiers groupes qu'on faisait, si quelqu'un disait qu'il avait été violé, oh là, tout le monde l'admirait. Il osait le dire, il avait vécu ça. Bref, cette victime, puisqu'elle devenait victime, à ce moment-là, était prise dans les bras. On faisait qu'on appelait ça du maternage. On était là, émerveillés de ça. Je ne fais plus ça. Mmh. Parce que quand on touche la vie, ce qu'on se dit, c'est comment tu as traversé ça? Qu'est-ce que ça t'a appris? Je me souviens d'une personne qui avait été vraiment violée. Moi, j'ai été violée, donc je connais bien aussi le système. Et en fait, pour supporter le viol, souvent, on sort de son corps. C'est simple, comme ça, on dit fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, je suis pas Mmh. là. Bon. Mais après, ce qu'il y a de dur, c'est d'y revenir. Alors, souvent, je dis à rigolant, vous savez pourquoi on sort du corps, nous, facilement? Parce que quand on a été violé, on a appris à sortir. Alors, le plus dur, c'est d'apprendre à y rentrer, mais quand même, on sait sortir. Hein, ce qui fait que ça aide. Hein, la décorporation, chez nous, pof, ça va facilement. Alors, quand je dis ça, bien sûr, il y a la phase où on écoute, mais il y a aussi la phase d'arriver à faire ça. Qu'est-ce que t'en fais? Des fois, les initiations, on le voit que ce soit en Afrique, chez les Indiens ou en Chine, qu'importe, il y a des initiations, les gens, ils en meurent parce qu'elles sont difficiles. Et quand on prend la vie comme une initiation qui vous sculpte, vous creuse, dans nos épreuves, on trouve les ouvertures et les enseignements. Et donc, il y a le regard, je regarde un individu comme quelqu'un qui a marché, qui s'est initié, que la vie a sculpté et qui est toujours là. Comment il a fait pour être toujours là? Donc, c'est pas le regard de la compassion, même s'il y a énormément d'amour dans cet être que je rencontre, parce qu'il est une part de moi Mmh. qui voyage aussi. Et donc, je le connecte à cette part de moi qui peut lui envoyer, waouh, super, t'es un homme debout, t'es une femme debout, bravo. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien je partage totalement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, parler d'enfant intérieur, si je regarde un jour où je suis bien lunée ou des années après avoir travaillé sur moi, d'avoir fait un travail thérapeutique, bien entendu que j'ai plus du tout la même lecture. Et moi, j'aime bien imaginer cet enfant intérieur parce que pour moi, il recèle, c'est là où j'ai calé ça, cette part de magie et d'émerveillement. Tu vois, Mhm. c'est pour moi cette notion et qui fait que aussi, parfois, j'ai des croyances de mes éducateurs, de moi d'ailleurs, moi, d'avoir marché sur mon chemin. Ça m'a créé des croyances. Et du coup, ça m'amène beaucoup de douceur quand je travaille sur des croyances, de me dire, bon, allez, même si cette partie de moi, tu sais, hein, en EFT, je ne sais pas si tu connais l'EFT, mais même si cette partie de moi, elle a peur, ben, c'est OK en fait. Je la prends par le bras et viens, on va aller marcher ensemble. Donc j'aime bien, moi, je comprends ce que tu dis et je trouve ça très juste parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire notre passé? Il est réécrit sans arrêt en fonction de qui on est aujourd'hui
Et si on est empreint de ce passé avec cette puissance quantique, on a possibilité d'aller encore en plus remodifier. Donc, je partage. Je l'aime bien quand même, cet enfant intérieur. Je vais le garder, ça ne te dérange pas? Bah, c'est pas ça, c'est que cet enfant intérieur, comme on dit, c'est à nouveau une Oui. image, mais très souvent, c'est un lieu à 2, 3, 4 ans où on n'est pas, quand on est dans une famille aimante, Mhm. hein, bien sûr, je parle pas des cas de maltraitance, où on ne se pose pas la question de la place. Exactement. Donc, il y a c'est un lieu où on sait que tout ce qui est autour de nous dit: tu as ta place», sans rien faire. Alors qu'ensuite, il va falloir constamment justifier sa place. Ah, tu as fait ça, mais si tu es un bon élève, là, tu as ta place. Si tu fais ça à maman, là, tu as ta place. Si tu as ça, c'est-à-dire au moment où cette évidence que je peux être là parce que c'est moi, parce que c'est comme ça, disparaît avec un échange qui doit justifier la Mhm. place. Je prends juste cet exemple. Si je touche cette énergie d'avoir sa place et que je la mets dans ma vie aujourd'hui, j'ai pris la richesse de l'enfance et je l'ai amenée à maturité. Alors que quand je la laisse dans l'enfance, je vais avoir ce sentiment que je prends ma place en devenant une petite fille. C'est Oui, pas faux. du tout. C'est prendre sa place en étant adulte. C'est très Oui, différent. bah, là, Voilà. oui, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que moi, je le vois comme une richesse d'émerveillement que je garde en moi et cette magie. Et j'aime Ouais. bien ça parce que je me dis qu'effectivement, je ne sais pas si je ferai encore le même métier dans 5 ans. Tu vois, il y a cette notion de magie et c'est ça mon enfant intérieur. Par contre, il est là, présent et il a sa place quoi qu'il arrive, quels que soient mes choix en fait. Et c'est assez beau. Et du coup, on n'est plus cet enfant fragile qui a besoin d'être protégé ou de justifier sa place. On est qui on est avec cette magie intérieure que moi, j'appelle l'enfant intérieur. Et en fait, si tu veux, dans le fait de mettre à maturité les richesses des âges, fait qu'à un moment, on n'a plus d'âge. Exactement aussi. Oui, mon enfant, Qui nous mon ramène enfant. à l'origine. Tu dis plus mon enfant, l'adolescente, la jeune femme, tu dis plus tout ça. À un moment, tu as pris toutes les richesses de ta vie et tu es. Alors, généralement, c'est quand tu es une vieille femme. Mais très souvent, c'est juste que tu as retrouvé cette liberté parce que tu as mené à maturité cette Tout à fait. richesse qui a été prise au cours du Oui, voyage. moi, mon enfant Voilà. intérieur, parfois, c'est de la veille. Hein. Donc, effectivement, c'est pas lié à l'enfant intérieur, enfin, à l'enfant qui a 4-5 ans. Ça, ouais, et c'est tout Mais à fait ça. oui, mais nos mots sont des Ouais, limites. Si je mets enfant, je m'autorise certaines choses que je vais cloisonner. Si je mets adulte, je m'autorise quelque chose. Chaque fois que je mets des mots qui divisent, chaque fois, j'installe dans un endroit le possible. Alors que quand je prends la ressource, je peux le mettre ah oui, moi, n'importe où. j'avais pas pensé à ça. Mais je suis assez d'accord pour dire que nos mots ont une signification dans notre cerveau. Moi, j'ai peut-être un peu déblayé tout ça. Du coup, ça n'a pas cette notion cristallisée d'enfant-enfant. Mais oui, Oui, je te remercie beaucoup parce que c'est intéressant. Moi, je l'utilise beaucoup. Et du coup, je ferai cette notion-là parce que c'est vrai que quand on parle, nous, on sait ce qu'on pense, mais on ne sait pas forcément comment les autres l'interprètent, en fait. Merci beaucoup. Alors, que répondrais-tu à des gens qui te diraient: «Écoute Ghislaine, tu sympa, mais t'es un peu perché quand même». je crois pas que je sois perché. «Ah bon?» Non, Donc non. non. Franchement, Eh non. ben non. Non, non, non. Je pense pas que vraiment j'ai aucune sensation d'être perché. Au contraire, moi j'ai l'impression que j'ai vraiment, 2 pieds dans la terre et de toute façon, aujourd'hui, si quelqu'un parle de solidarité, si, on pense à un monde qui pourrait être bienveillant, on va dire qu'on est perché. Je veux dire, les mots bienveillance ou, donner de l'argent à quelqu'un, c'est un feignant. Donc, c'est perché aussi. Oh, tu es généreuse, tu donnerais tout à tout le monde. C'est perché. Penser que quand on est, on a le droit d'avoir un toit, à manger et le droit d'exister et pas qu'on est tout privé, c'est perché. En fait, tout devient perché dès qu'on parle de l'humain. Alors, si tu veux me dire, est-ce que tu te sens humaine? Oui. Est-ce que ça veut dire perché? Oui. Mais pour moi, ça veut dire les pieds dans la terre. Mmh. Alors que là, ce qu'on nous fait, là, putain, oh pardon, c'est perché. Ce qu'on nous Ouais. fait là, c'est
perché. Quand j'entends un mec dire je vais être le premier immortel, c'est perché. Quand je vois le fric qu'on met pour aller dans la Lune, d'aller sur Mars, pour voir comment ils sont morts et que ça nous coûte le prix de notre vie, c'est perché. Oui, ça c'est perché. Permettre de regarder à la télé des gens qui sont aux frontières, qui ont moins 30, à qui on verse de l'eau, des femmes et des enfants, oui, c'est perché parce que personne ne se lève. Donc oui, c'est perché pour moi. Mais par contre, justement, dire on y va, ça, c'est on dit, mais là, tu te bats contre des moulins à vent, ils ont déjà gagné, il n'y a que l'argent qu'il fait, pourquoi tu te lèves? Alors là, franchement, moi, je suis les pieds dans la terre parce que je peux te dire que j'en fais des choses qui sont bien concrètes pour ne pas être perché. Alors, perché, pour moi, veut dire humain. Je suis d'accord. Et puis en plus, ça dépend vraiment du paradigme. Enfin, ça dépend de la vision. Moi, je trouve qu'effectivement, ce monde est complètement déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, Il est il est perché. complètement perché, c'est ça. Donc, c'est intéressant parce que souvent, on appelle perché ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas, ce qui, tout d'un coup, oula, 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 oula. Mais moi, effectivement, ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve ça hyper perché. J'aurais Oui, jamais pensé, et bon, on a demandé à être là, hein, mais j'aurais jamais pensé vivre un jour, effectivement, un tel conditionnement et que les gens réagissent d'ailleurs et que les gens ne réagissent pas parce qu'on sait très bien que si tout le monde va dehors, ça s'arrête en 2 minutes, tu vois? Et c'est vrai que c'est intéressant cette notion de peut-être que moi je suis perchée parce qu'on n'a pas la même réalité, j'entends, mais moi je te trouve perchée aussi en fait, d'accepter ça. oui. Oui, mais pense à ce que je te dis. On est en train de Mmh mh. pervertir les mots, hein, et faire en sorte que dès que tu as tous les mots qui pourraient aller avec solidarité, avec le bien-être humain, avec la protection des animaux, etc., hein, comme disait Zemmour, les animaux, je m'en cave. Ouais. Bon, ben, parfait. Tout ce schéma qui va faire appel à la sensibilité, tout ce schéma est perché aujourd'hui. Notre vocabulaire de ces verbes-là, on te dit, ouais, tu es une utopiste, tu es une utopiste. C'est que ça. Ou on est complotiste, ou on est utopiste. Mais en fait, ça, le iste qui marche surtout parce que les autres sont réalistes. Donc, c'est quand même étonnant parce que vraiment, la générosité est perchée aujourd'hui. C'est-à-dire, on pense qu'elle ne peut pas s'incarner. Et c'est là où c'est grave. Parce que c'est là où je dis non, moi, au contraire, je suis les pieds bien sur terre. Parce que la seule chose qui fait que je me nourris, c'est quand j'ai du lien réel avec quelqu'un. Mmh. Parce que là, ma vibration, comme je me disais tout à l'heure, quand je connecte quelqu'un, quand je dis à quelqu'un, je te quitte, les yeux dans les yeux, le corps en face d'un corps, il y a quelque chose qui se passe. Quand je coupe juste bloqué sur Internet, il ne se passe rien. Dans ma tête, je peux vivre 10 000 histoires puisque je ne suis pas confrontée au corps. Quand je suis confrontée au corps, je change. Et là, je m'enracine. Alors évidemment, je ne peux plus être perché, c'est-à-dire que l'algorithme, il ne peut plus m'attraper parce que je change tout le temps. Donc, perché, c'est être en lien. Mais là, bon, aujourd'hui, on a inversé les choses, hein. C'est simple, je ne sais plus comment le dire, mais on a tout inversé, quoi. Moi, je suis au contraire vraiment les pieds sur terre, hein. Et quand je dis les hérissons, ils sont en train de crever, vraiment, je les vois, hein, avec les tondeuses qui sont toutes seules la nuit, elles tuent tout le monde. Les grandes, enfin, c'est vraiment ça, c'est fou. On te dit: «Ah oui, mais ça fait propre». Mais ça, c'est pas perché ce truc-là. Faire propre, on tue tout le monde. Non, mais c'est pas perché ce truc. Alors toi, quand tu dis: «Oh non, quand même», tu vois, tu tues les hérissons et toi: «Ah mais toi, tu es là-haut». Je suis juste en bas à regarder les hérissons. Merci. J'adore, merci. J'ai la même tendance à avoir ce franc-parler où je m'emballe, hein, toute seule. Donc ça me fait plaisir, tu sais. Parce que là, c'est moi qui interviewe, donc tu vois, je suis toute propre sur moi. C'est pas moi qui me lance les cheveux en l'air ou à me dire, mais enfin, réfléchis. Donc merci, tu vois. Pour une fois, je suis tranquillement assise dans les fesses bien posées. Je me dis, ah, j'aime cette énergie de il y a un côté, je ne sais pas si le mot, pareil, parce que les mots sont repris dans tous les sens, mais de leader, de marcher sa parole et de dire, bah voilà, moi en fait, je suis juste pas d'accord. Et oui, effectivement, quand tu penses à l'Amazonie, etc., tout le monde est là en train de dire, ah là là, mais c'est monstrueux. En fait, ça s'arrête pas. Ah là là, mais les dauphins, les machins. Et tous les ans, là, sur l'île, je sais pas quoi, là où ils exterminent les dauphins, tous les ans, on en parle, mais ça s'arrête pas. Ah non, mais Et en fait, tu vois, il y a un truc, et là, c'est là où je me dis, mais ok, toi, on te dit que
moi, parfois, je reçois des infos. Enfin, voilà, il y a un monde magique qui est en train de se créer, mon monde invisible, moi, comme je l'appelle, on a parlé, et qui est en train de se créer, etc. Et j'ai une gratitude infinie. Ça m'a permis de reconnecter la semaine dernière avec un de mes amis qui est parti. Enfin, c'est merveilleux. Et j'entends que ça parle pas aux gens, mais je me dis, mais en fait, par contre, les gens s'offusquent. Et moi, la première, je suis pas attachée à un arbre en Amazonie. Mais c'est vrai que on bouge pas, quoi. Tout le temps, ça revient. Mais Enfin, c'est fou, quoi. on ne peut pas bouger parce qu'on est coupé du corps. Exactement, ouais. Quand on fume comme un pompier, il n'y a aucun problème. Le jour où on te dit tu as un cancer, tu jettes le paquet. C'est clair. Tout d'un coup, ton corps existe parce qu'il te donne la mort. Tant que la mort n'est pas présente, et avec la tête, elle ne l'est pas, on va toujours s'en sortir avec la tête. Tant que la mort n'est pas présente, on ne peut pas sauver le monde. Parce qu'il faut passer par la connexion du corps pour se connecter à l'environnement et l'aimer. Parce qu'on défend ce qu'on aime. Si je n'ai aucun lien d'amour avec le vivant, je ne comprends pas pourquoi je m'en occuperais. Et c'est normal, ça ne vibre pas. Alors, je continue ma question. Mon avant-dernière question, qu'est-ce qui fait de toi un être singulier ? Chaque être est singulier, donc c'est parce que j'accepte d'être singulière. Quand j'ai commencé à accepter d'être moi, je suis devenue singulière. On n'a pas un seul flocon de neige qui est le même, pas un seul grain de sable qui est le même, pas un seul grain d'herbe qui est le même. Mais par contre, on veut être comme tout le monde. Alors moi, j'ai essayé de ressembler à la nature, je suis particulière. Merci. Et je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire ? Qu'on n'a plus le temps d'être désespéré. Quelqu'un de responsable ne peut pas être désespéré. Et que je crois que si on ose aller au corps, on a l'inspiration d'une autre façon d'être et on crée une vibration de plus qui s'est unie au vivant. Le monde a besoin de personnes qui sont des levains. On n'a pas besoin qu'on soit des milliards. Manger une pomme au paradis nous a permis de rentrer dans la terre. Ève a donné vie le jour où elle a mangé la pomme. Le monde a enfin bougé. Et je crois qu'aujourd'hui, s'unir au végétal, à l'animal, à l'air, au soleil, comprendre que nous dépendons, cette fameuse indépendance qui est folle, nous dépendons de l'ensemble du vivant. Quand on ose regarder ça, ça fait peur. Et après qu'il y a la peur, il y a la joie. Et après la joie, il y a l'amour du monde parce que sa beauté est révélée. Voilà. Donc, je crois que c'est une route que chacun doit faire. Aller à cette ouverture du corps pour que les vibrations naissent et que votre réalité soit inspirante pour le monde d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Ghislaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.